et j'ai la chance de faire l'interview du coup de Maxime, qui est ingénieur logiciel en informatique à l'Observatoire de Paris. Comment ça va, Maxime? Ça va très bien et toi? Et vous? Et vous? Très bien. Oh, tu peux me tutoyer, il n'y a pas de souci. Et Non mais vous, vous, pour je toutes parlais les pour le personnes. chat, pour le chat. Ok, bah déjà tu m'humilies, ça fait plaisir. Ça commence fort. On commence bien. Alors, est-ce que tu peux me donner l'intitulé de ton métier et m'expliquer, en essayant d'être assez, enfin, en simplifier un petit peu Ouais, le ouais. fonctionnement, parce que c'est un peu compliqué, hein. Non, non, ça va, je vais essayer de faire simple. Alors, je suis ingénieur Ok, logiciel dans la vie. Donc, mon métier consiste principalement à concevoir du logiciel pour répondre à un besoin. Et en fait, ce ok, besoin, il va dépendre de la structure dans laquelle on travaille. Il se trouve que moi, aujourd'hui, je travaille à l'Observatoire de Paris sur un projet de recherche. Donc, j'essaie de développer des logiciels pour répondre aux besoins des chercheurs dans ce cadre-là. ok. Alors, ce qu'on Donc, voit, ouais, excuse-moi. oui, excuse-moi. Donc, par exemple, quand tu dis des besoins qu'ils peuvent avoir, est-ce que Hmm. tu as un exemple pour qu'on ait un peu une idée de quel type de logiciel tu pourrais développer, par exemple? Ouais, bah, je vais donner l'exemple que je donne souvent, on l'explique à ma famille. Par exemple, j'ai une cousine qui est coiffeuse. Alors, Hmm. elle est coiffeuse, donc ça veut dire qu'à domicile, donc ça veut dire qu'elle va avoir des clients. Donc, elle a peut-être. Aujourd'hui, elle fait ça à la main, c'est-à-dire qu'elle note tout sur une feuille. Elle dit, bon, bah, aujourd'hui, je vais voir tel client. Ça va me coûter tant en déplacement. Ça va me rapporter tant parce que c'est la somme qu'elle va me donner. Elle habite à tel endroit, ce genre d'informations. Mais elle écrit tout à la main. Elle pourrait venir me voir et me dire, Maxime, est-ce que tu peux me créer un outil numérique, un logiciel qui permet d'automatiser ça? C'est-à-dire que là, plutôt que de tout écrire à la main et avoir tout sur une feuille, elle pourrait avoir, je sais pas, sur un site, elle pourrait entrer le nom de sa cliente ou de son client, son prénom, son adresse, et comme ça, ce serait sauvegardé dans une base de données et elle aurait toutes les informations de manière numérisée. Donc, Ok, donc c'est tu un vas exemple où mon client, c'est une coiffeuse. Ok. Donc tu vas vraiment en fait simplifier un petit peu toutes les tâches que les scientifiques peuvent avoir à chercher pour pouvoir les accompagner au mieux et faciliter un peu leur travail via les logiciels. C'est ça? Ouais, je vais automatiser des procédures qui leur permettent de gagner du temps. Hmm. Ce que j'essaie de montrer avec les deux images du haut, Ouais, c'est vraiment le contexte dans lequel je travaille. Donc à droite, la carte de France, là, les flèches, ça représente des fibres optiques. Donc c'est des réseaux Internet, hein, des trafics de données. ouais, Et l'idée, c'est qu'en fait, on a un signal qui part de Paris et qui va dans différents laboratoires partout en France. C'est vraiment un réseau entre laboratoires. Donc, on a l'Observatoire de Paris à Paris, on a l'Université de Lille, on a des laboratoires à Strasbourg, à Bordeaux. Voilà. Et tout ça, il y a des fibres optiques qui relient ces différents laboratoires. Et donc, ouais. puisqu'on a un réseau, on a donc des données qui circulent. Mais il faut s'assurer que ces données, elles arrivent bien au bon endroit. Donc là, il faut créer un outil de supervision pour s'assurer que le réseau, il marche, il fonctionne. Ok, Et cet outil de pour vérifier. supervision, il y a deux manières de le faire. Soit on fait tout à la main, c'est-à-dire qu'il faut aller sur place et à chaque fois Mhm. être tout le temps au bon endroit pour vérifier que les données arrivent et arrivent en bonne qualité. Mais ça, c'est impossible. On ne peut pas avoir des gens de l'Observatoire de Paris à Strasbourg, à Lille, à Bordeaux, à Marseille pour s'assurer et regarder tout le temps les données. C'est pas possible. Donc, il J'ai faut compris. Ok. automatiser ces procédures-là pour pouvoir les avoir de manière accessible et rapide sur un écran ou sous forme de fichier, peu importe, selon ce qui est demandé. Ok. Donc ça, c'est Et vraiment donc, pour le contexte. Et les images du bas, ouais, dis-moi. oui, je disais, c'est là par exemple que tu peux intervenir du coup. Ouais, c'est clair, c'est ma mission en fait. Ok. Automatiser ces procédures-là. Donc l'image en bas à droite, ça représente un type d'interface que pourrait voir un de mes collaborateurs. C'est pas ça exactement, mais en gros, on voit des courbes, il y a des chiffres qui sont affichés. Donc ça représente des données Hmm. que j'ai transformées et que je rends affichables et disponibles pour les chercheurs. Et donc là, ils vont pouvoir dire, ah bah, à tel endroit, à Strasbourg, tout va bien, à Lille, il y a un problème. Donc là, on peut commencer à chercher d'où vient le problème. C'est vraiment un outil de supervision. Ok, on dirait vraiment que tu as un espion en fait, à voir comme ça. C'est un peu le Bah, principe.
En fait, quand on pense supervision, ouais, j'ai regardé un peu, on pense souvent aux caméras qui nous regarderaient dans la rue, au Big Brother. Mais non, la supervision, c'est un outil d'aide à la décision et un outil d'aide à la maintenance du réseau. Ça, Hmm. c'est essentiel. Sinon, il faudra tout faire à la main et concrètement, c'est impossible. Bah, Euh, bien sûr, et- ouais, j'imagine que c'est compliqué. Et du coup, ton métier, techniquement, j'imagine que c'est arrivé dans l'ère du numérique, donc il n'existe pas non plus depuis, je sais pas moi, 50, 60 ans, parce que ça n'existait pas avant. C'est un nouveau métier, mais du coup, qui, tu penses, va beaucoup évoluer avec le temps ou pas? alors, c'est un métier qui évolue depuis des années. En fait, il évolue avec les technologies. Hmm. Euh, il évolue parce que on a sans cesse des nouvelles technologies. Il faut faire une veille technologique pour rester à niveau. Mais au final, j'ai envie de dire que les bases techniques sont les mêmes depuis des années. Les bases, c'est l'algorithmie. Et l'algorithme, en fait, c'est une manière de penser un projet, de penser un sujet. Et ça, en fait, ça ne change pas tellement avec les années. Si jamais on a les bonnes bases en algorithmie, on va pouvoir s'adapter à un contexte ou à un autre contexte. C'est un peu ce que j'ai Hmm. voulu montrer avec les images, avec l'image en bas à gauche où on a deux personnes qui discutent. C'est qu'en fait, c'est le genre de métier où tu dois t'adapter à tes collaborateurs. On te demande de répondre à un besoin et ce besoin, il va typiquement dépendre du projet dans lequel tu travailles. Ça peut être Hmm. dans la finance, dans la recherche, comme j'ai dit, pour des coiffeurs, pour des entreprises, pour des petites et moyennes entreprises, en tout genre. Donc, il faut vraiment aller à la rencontre de ces collaborateurs et leur demander quels sont leurs besoins, essayer de comprendre leur contexte pour pouvoir y répondre. Et ça, c'est Ok. vraiment... et l'évolution, elle est là, c'est que les besoins des clients, ils changent tout le temps avec l'évolution de la société. Mais Mais c'est le ça, tu métier peux en travailler un lui-même, peu dans tout style, dans voilà, tous les domaines, je veux ouais, dire. c'est ça. Et le métier en lui-même, une fois qu'on a les bonnes bases en algorithmie, on est capable de s'adapter à différents contextes. Et typiquement, l'image du milieu en bas, donc c'est un bout de code. Donc là, c'est-à-dire qu'on va coder, développer dans un langage en particulier. Et en fait, les langages, il y en a plusieurs. Il y en a même beaucoup selon les projets et les usages. Mais derrière ça, il y a toujours la même chose, c'est que si on a les bonnes bases en algorithmie, développer dans un logiciel ou un autre, ça s'apprend finalement assez vite. Ouais, parce que c'est vrai que là, vu comme ça, moi, ça me paraît vraiment compliqué de comprendre un petit peu toutes ces lignes de code, mais j'imagine que c'est avec le Hmm. temps aussi, quand on travaille, puis aussi quand on est passionné et qu'on comprend la logique, que ça vient un peu plus facilement. Et du coup, tout à l'heure, tu me parlais de collaborateurs. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, notamment à l'Observatoire de Paris, qui font le même métier que toi, ingénieur logiciel en informatique, ou tu es le seul, en tout cas, sur ton secteur? Alors, dans mon équipe, je suis vraiment le seul. Et en fait, moi, je suis pas. L'Observatoire de Paris, c'est plus large. Moi, je suis dans une unité de recherche à l'Observatoire de Paris. Et dans Ok, cette unité de recherche, je pense que je suis le seul. C'est pas un d'accord. profil. Il y a plutôt des profils il y a plusieurs types de services administratifs. Beaucoup de chercheurs, de doctorants, mais des profils vraiment informatiques et mathématiques appliquées. Je pense que je suis vraiment le seul dans ce profil-là. Ok. Seul au monde. Ouais, un peu, on peut dire ça, mais c'est parce que ce travail-là que je fais, c'est pas le cœur de métier de mon unité de recherche. Hmm. Le cœur de métier, c'est la recherche dans tout ce qui est physique, en physique. Oui, Ce n'est bien pas sûr. de faire du développement logiciel. Le logiciel, c'est un outil d'aide. Donc, ils peuvent Oui, faire c'est ça, sans, ça accompagne. mais à un moment donné, quand on veut gérer un réseau national, voire européen, il faut automatiser des procédures. Et c'est là que des personnes comme moi interviennent. Ok, très bien. Et alors, en haut à gauche, c'est quoi cette photo? Je crois pas que tu nous l'aies présentée ou Non, alors je ne l'ai pas j'ai. fait. Alors en Ouais. fait, donc en haut à droite, j'ai parlé du réseau là, qui Mhm. va d'un endroit à un autre. Et ben, faut se dire que les salles au départ et à l'arrivée, le départ du réseau et l'arrivée du réseau, ça ressemble à ça. C'est des pièces comme ça. On a des machines de calcul, des appareils de mesure, des instruments de mesure, et des personnes qui essayent de gérer tout ce matériel pour que tout fonctionne. Voilà. Donc ça, Ok. à Paris, il y a une salle qui ressemble à cette image-là. Et à Strasbourg, par exemple, ou à Marseille, il y a des salles qui ressemblent à ces images-là. Et donc Ok. moi, j'arrive là, et ça, c'est mon contexte, en fait.
C'est mon contexte à Ouais, moi dans le cadre de ce projet. J'arrive, on me montre ça et on me dit, bon, bah, tel appareil, il mesure ça, tel appareil, il mesure autre chose. Et bah, moi, je dois comprendre tout ça pour fournir un outil de supervision. ok, waouh, ça me paraît compliqué. Non, 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 vraiment pas. Parce que le but, c'est d'arriver à synthétiser tout ça. Moi, tout ce qu'il y a là-dedans ne m'intéresse pas. Mais je dois être capable de traduire ça en quelque chose, en des données accessibles pour les chercheurs. Oui, bien sûr, tu facilites un peu le contexte. Alors, on a aussi un commentaire dans le chat, j'en profite, qui nous demande c'est quoi l'Observatoire de Paris. Alors, je sais que tu es Ok. dans une unité, mais Ouais, globalement. alors je pourrais pas faire tout l'historique, mais l'Observatoire de Paris, c'est l'un des plus vieux observatoires astronomiques mondiaux. Historiquement, c'est vraiment l'un des tout premiers. Il date du XVIIe siècle. Et c'est Ouais. historiquement donc un lieu où on observe, on a fait de l'astronomie, euh, les plus grandes recherches astronomiques depuis le XVIe siècle. Ouais, Aujourd'hui, ça a vraiment évolué. On ne fait plus que ça. Ils font même plein d'autres choses. D'ailleurs, je vous conseille. Alors, l'Observatoire de Paris, entre autres, est responsable de la référence française de l'heure. Donc là, il est 10h15 et X secondes. Mais eux, ils savent te dire qu'il est 10h15 X secondes et 10 ou 15 chiffres après la virgule. oh, C'est oh la là là, référence légale de l'heure. Je vous conseille le reportage La Fabrique du Temps, qui est d'accord. un grand public sur Arte, La Fabrique du Temps, où ils expliquent comment l'homme a apprivoisé le temps à travers l'histoire, Bah ouais, c'est fou, hein. Quand on se jusqu'à pose deux aujourd'hui. secondes et qu'on imagine ça, on se dit waouh. C'est vertigineux. C'est Ah vertigineux. ouais, c'est clair. Mais Bon, c'est super merci en tout intéressant. cas pour le conseil. On pourra regarder un petit peu ça ensuite, la fabrique du temps, du coup, sur Arte. Je Ouais. pense que les modérateurs pourront le réécrire dans le chat pour qu'on puisse copier-coller. Alors, je te Mhm. propose qu'on passe maintenant à ton parcours, maintenant qu'on a Ouais. vu un peu mieux ce que tu fais au quotidien. Comment t'en es arrivé là? Est-ce que tu as toujours rêvé de faire ce métier-là ou est-ce que c'est arrivé sur le tard? Ok. Alors, je réponds à la question ou je pars sur le parcours Les deux, depuis la troisième. dans Ok. le sens que tu veux. Bah, je vais faire le parcours et je vais répondre à la question. Alors, après la troisième, donc j'ai fait un lycée général et un baccalauréat scientifique. Donc ça a un peu changé, je crois, aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait une dominante mathématiques, physique et Mm. SVT ou sciences de l'ingénieur. Et on avait plusieurs autres matières, on avait français, philosophie, etc. Euh, donc, ouais, ce que j'ai marqué, c'est que j'ai toujours montré un intérêt pour les sciences. Euh, Mhm. j'ai participé à des stages, des lectures, des choses de ce type-là. Mais bon, l'intérêt pour les sciences, c'est toute la vie, hein. On peut commencer sur le tard, pas de problème. Après le bac, après ce bac scientifique, j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles, plus connue sous le nom de prépa. Donc ça a duré 2 ans. Et c'était pas trop Euh, compliqué du coup la prépa parce que c'est vrai que là j'en parle aussi pour les jeunes, c'est vrai qu'on a souvent l'image d'un côté vraiment très très compétitif où il faut travailler beaucoup, on sort pas beaucoup durant ce laps de temps. Qu'est-ce que toi t'en as pensé? alors, je vais raconter mon expérience personnelle, mais d'autres profils vous raconteront d'autres choses. Moi, Bien mon sûr. expérience personnelle, c'est que ça a été vraiment une expérience très difficile au sens où j'ai vraiment beaucoup, beaucoup travaillé parce que j'étais pas forcément, j'arrivais pas forcément à tout assimiler en classe, donc j'avais besoin de travailler plus à la maison pour pouvoir compenser. Alors Mm. que quelqu'un qui comprend tout en classe, ben, il a peut-être besoin un peu moins de travailler le soir. Ouais, bien sûr. Euh, et surtout, en fait, il faut dire que la prépa, c'est pas un examen. Le but, c'est pas d'avoir 10 ou plus. Le but, c'est d'être meilleur que les autres, entre guillemets, Ouais. pour avoir l'école qu'on veut ou ouais, la suite qu'on veut. Donc, en fait, c'est ça qui fait que c'est un peu sans fin. C'est que comme on ne sait pas le niveau de tous les autres en France, on travaille plus et on se met une pression pour essayer d'être le meilleur possible. Mais ça fait partie du jeu. Et, mais la prépa, c'est aussi très formateur. On se rend compte qu'on est capable de bosser beaucoup, ce qu'on n'imaginait pas forcément avant. Voilà, c'est une période assez dure, franchement. Mais écoutez, Mm. ça fait partie du jeu et je ne regrette pas de l'avoir fait. Ouais, ça t'a aidé finalement aussi dans ton parcours, donc c'était un mal pour un bien quoi.
Ouais, après, pour être tout à fait honnête, je pourrais être un petit peu critique sur le format classe préparatoire, qui est vraiment très, très, qui met beaucoup de pression. Et au final, je ne suis pas certain que ceux qui font l'université, au lieu de faire prépa, soient moins bons que nous. Ok. Je suis pas, à mon avis, c'est pas une règle du tout. Hmm. Et du coup, ça veut pas dire que les gens qui font l'université ne travaillent pas. C'est juste que le type de pression qui est demandé en prépa est vraiment différent. Bien sûr, ouais, c'est pas la même chose du tout. On est beaucoup plus Mais encadré dans la prépa, mais un petit peu plus poussé aussi qu'en licence. c'est ça, à faire des devoirs, il y a plus de Hmm. matières, français, tout ça. Mais au final, est-ce que ça fait de nous des meilleures personnes, déjà, des meilleurs êtres humains et des gens plus compétents que ceux qui ont fait l'université? Honnêtement, moi, j'ai mis un gros doute là-dessus. Hmm. Ok. La grosse différence entre la prépa et l'université, je dirais que c'est l'aspect réseau. Parce que quand on est dans une école d'ingé, il y a des réseaux qui se mettent en place entre les gens d'une même promotion et des promotions d'une année sur l'autre. De Hmm. ce que j'ai pu voir, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins vrai en université. Ouais, mais toi, du coup, ça t'a permis de faire un espèce de réseau ou pas tant que ça? Alors, le réseau en prépa, non, mais Ok. Par la suite. ça, c'est à titre personnel. Mais l'école Hmm. d'ingénieur, oui. Ok. Bon, ça, c'est cool alors. Ouais. Et donc, qu'est-ce que t'as fait ensuite? Donc, 3 ans d'école d'ingénieur à Grenoble, dans une école qui s'appelle NCMAG. Alors, ça veut dire École nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées de Grenoble, Ouais. NCMAG. Donc, c'est un acronyme. En dernière année, j'ai fait un double diplôme université ingénieur. Donc, j'avais pas plus de cours, hein, c'est juste que j'avais des cours à l'université et des cours en école. Ok. Et j'ai mis ça parce que c'est important. En fin de deuxième année, j'ai fait un stage de 2 mois en Suède. Ça, c'est trop Euh, cool. ouais. Pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, il y a une forte volonté des établissements supérieurs de pousser les étudiants à parler anglais, à parler des langues étrangères, mais surtout à parler. Et aujourd'hui, on ne peut plus avoir son diplôme, en tout cas c'était le cas dans mon école, on ne peut plus avoir son diplôme si jamais on n'a pas fait une expérience d'au moins 6 semaines à l'étranger. Ok, ouais. Donc, Et donc, pourquoi est-ce que tu as ouais, choisi la Suède? Parce que j'imagine que tu avais peut-être d'autres pays aussi proposés. ouais, j'ai fait, j'ai postulé dans des universités dans différents pays européens, surtout, et même Ouais. en Afrique, j'ai postulé en Afrique du Sud aussi. J'ai postulé dans des pays où je savais que les gens parlaient bien anglais. Ok. En fait, j'aurais pu postuler en Amérique latine aussi, hein. C'est-à-dire qu'on Mm. peut postuler partout où on veut. Tant qu'on est à l'étranger pendant 6 semaines, on valide cette compétence-là. Mais moi, Ok, donc t'avais pas. ouais, Excuse-moi, oui, je voulais dire, tu n'avais pas spécialement une appétence vraiment pour la Suède en non, particulier. C'est juste vraiment, non, tu non. t'es dit, tu as pensé à ton futur en disant, allez, pour parler bien anglais, et c'est parti, quoi. Ouais, je voulais aller dans un endroit où les gens parlent bien anglais, donc j'ai restreint le nombre de pays à ceux dont je pensais que les gens parlaient Ouais. anglais couramment. Donc, les pays du Nord, ça c'est très vrai, Danemark, Suède, c'est très vrai, ils parlent très bien anglais. Évidemment, au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, voilà, dans des pays comme ça. Donc j'ai tenté. Et j'avais une possibilité d'aller à Brighton, en Angleterre. Et en Ok. Suède, et aussi aux Pays-Bas, où les gens parlent bien anglais. Et j'ai choisi la Suède pour des questions financières, en fait, pour être tout à fait honnête. On me proposait de me financer plus, de me payer le loyer. Euh, et donc j'ai choisi la Suède pour cette raison. Et, D'accord, ok. et Et ça t'a plu alors? honnêtement, c'était pas du tout une bonne option. C'est pas ça que j'aurais dû faire. Ah Moi, mince. je vous déconseille ça. Bon, après, si jamais vous avez des problèmes financiers, vous n'allez pas avoir le choix, en fait. Mais moi, j'aurais pu faire autrement. Et si jamais j'avais pu changer, je serais allé à Brighton, en fait. Mais Et pourquoi c'est une expérience quand même. vis-à-vis des opportunités, vis-à-vis des rencontres, pourquoi? Ouais, des rencontres. Mon expérience et l'expérience de quelques personnes autour de moi qui sont parties en Suède, c'est que c'est vraiment un pays très différent du nôtre. Et Hmm. à titre personnel, j'ai trouvé que les gens qui étaient dans mon équipe n'étaient pas très chaleureux. Je me suis pas senti très bien Ah, accueilli. Et en plus, je suis allé dans une ville du nord de la Suède qui est très dynamique pendant l'année, mais très vide l'été. Un peu ouais, comme Grenoble d'ailleurs, des villes très ouais. étudiantes.
ou qui se vide totalement pendant l'été. Et moi, j'y suis allé l'été, donc en fait, il y avait pas grand monde, quoi. Ouais, Ah ok, bon, c'est donc une je expérience de comprends. vie. Mais niveau anglais, par contre, là, pour le coup, j'ai pas été déçu. Ils parlent très, très bien l'anglais. Ok, bon, au moins un checkpoint qui a été validé. Oui, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Alors, Il y en a d'autres. avant que juste tu reprennes un petit peu Mm. sur ton parcours, on a pas mal de questions dans le chat, visiblement Ouais. ça passionne. Donc, on a Caroté qui te demande est-ce qu'on peut travailler à l'étranger avec un diplôme français? Oui, bien sûr. Bien sûr qu'on peut travailler à l'étranger avec un diplôme français. Et j'ai même envie de dire, ça évolue, mais je pense que les diplômes français sont très bien reconnus à l'étranger. Ok, donc ça peut être un plus. Alors, on a Jean qui est très étonné, qui nous dit 5 ans d'études, qui déjà, je pense, s'imagine faire un parcours similaire. On a Ellie aussi qui demande est-ce un métier qui manque de mixité selon toi? Grave, grave. Ouais. C'était dans mes... vous savez pas, mais il y a un slide cliché plus loin. Et malheureusement, c'est totalement vrai aujourd'hui. Il y a une forte disparité entre les hommes et les femmes dans les métiers scientifiques de manière pas générale. Euh, il y a une forte disparité dans certains milieux scientifiques Mm. et en informatique aussi. En informatique, Ok. c'est essentiellement un milieu d'hommes. Il y a des dispositifs mis en place pour essayer de faire en sorte que les choses changent, évoluent. Mais moi, quand j'étais en école d'ingé, donc maths info, il y avait 20% de filles. Mm. Donc, c'est pas énorme. Aujourd'hui, je travaille dans une unité de recherche où clairement, il y a de fortes disparités entre les hommes et les femmes. Euh, et après, il y a aussi des milieux scientifiques, je pense à la chimie, où il me semble, je pourrais vérifier, mais il me semble que c'est l'inverse. Il y a beaucoup plus de femmes que Ok. d'hommes. Bon, il y a des choses comme ça. Ouais, bon, ça, c'est vrai que le bon côté, c'est que maintenant, ça bouge de plus en plus. Et puis, voilà, on n'est plus à l'époque en soi où on se disait, ah, juste parce que tu es une fille ou tu es un homme, tu peux pas faire ce métier, tel ou tel métier. Donc, ça, c'est cool. Ça évolue. On a une autre Ça évolue, ça question évolue. dans le chat aussi, et puis après, on va reprendre parce que le temps passe, qui nous demande quelles sont, selon toi, les qualités à avoir pour faire ton métier. Alors, déjà d'un point de vue scolaire, déjà la passion, c'est important. Faut voir que l'informatique, c'est très large. Il y a plein de domaines possibles en informatique. On peut apprendre tout seul et jeune si on a la volonté et la passion, mais on peut aussi apprendre ça juste en école, hein. Déjà, la passion, c'est important. La volonté de bien faire. Euh, Évidemment, il faut des bonnes bases scolaires, surtout pour les matières plus scientifiques, pour les profils plus scientifiques. Des bonnes bases en mathématiques et en physique, ça aide. Après, Ouais. pour faire de l'informatique pure et dure, on peut apprendre sans être très bon en mathématiques et en physique. Après, il faut Ok. aussi des qualités transversales, une capacité à rédiger, à comprendre à se mettre à la place de ses collaborateurs pour comprendre leurs besoins Ouais, bien sûr. et savoir communiquer, quoi. On a tendance à penser que les métiers du numérique, si on est tout seul derrière un écran, c'est pas du tout vrai. Il faut vraiment être capable de synthétiser Ouais. ce que disent les collaborateurs pour apporter la bonne réponse. Ok. Bon, Donc, bah, en fait, merci. c'est des qualités très larges, mais qui s'apprennent avec l'expérience. Quand on est au Mm. collège, il faut juste se dire, il faut que j'ai des bonnes bases, quoi, si Ouais, possible. voilà. Pas perdre l'objectif de vue. En tout cas, merci pour cette réponse et je te laisse reprendre un petit peu sur ton parcours. Donc, après ces 2 mois en Suède, tu as fait un stage de fin d'études de 6 mois à la fin de ton école Ouais, d'ingénieur, c'est ça? c'est ça. Et Ok. donc, j'ai fait un stage dans une association où j'ai fait du web. Et en fait, le web, c'est aussi du numérique, mais c'est pas le même type de numérique que mes études. Donc ça illustre un peu ce que j'ai dit au début. C'est-à-dire que quand on a les bases en algorithmie et tout, il y a toujours des trucs à apprendre. Mais au final, on est capable de s'adapter, d'aller dans un type de numérique. Par exemple, tout ce qui est modélisation mathématique, industrielle, tout ça, vers du web, par exemple, Hmm. ou du logiciel, des trucs de ce type-là. On est capable, c'est possible, et je l'ai fait d'ailleurs. Ça demande du Ok. travail, mais je l'ai fait. Donc, les bases en algorithmie. Et après mes études, donc j'ai continué à travailler dans cette association en contrat à durée déterminée pendant 1 an. Ensuite, il y a eu le Covid, où pendant quelques mois, j'étais chez mes parents,
j'ai pas cherché en fait. J'ai pas cherché à retrouver un emploi pendant quelques mois. Et Donc, ça après, je suis compliqué. rentré donc à l'Observatoire de Paris, euh, en, pareil aussi en contrat CDD en tant qu'ingénieur Ouais. logiciel. Et Ok. Et là, ça fait ouais, 2 ans. ça fait 2 ans. Et parmi les missions que j'ai aussi actuellement à l'Observatoire de Paris, donc j'ai les missions que j'ai expliquées au début, mais j'ai aussi maintenant un nouveau truc, c'est que je peux animer des fresques du climat au sein de l'Observatoire pour des collaborateurs. Alors Mm. pourquoi je dis ça? Parce Ok. qu'aujourd'hui, les compétences climat sont des compétences qu'on cherche à valoriser, à faire valoriser dans les structures, parce que le climat est un enjeu essentiel de notre temps, Mm. et j'imagine que vous les jeunes, vous ne l'ignorez pas. Donc Mm. c'est quelque chose sur lequel vous allez être plus formés que nous, mais c'est des compétences qui vont être valorisables aussi. Donc comprendre le fonctionnement du climat, de la biodiversité, je vous conseille fortement de vous y intéresser. Mm. Ok. Bah, merci pour toutes ces informations. Donc, dans le chat, on est content, hein. Là, on voit Romain qui nous dit le light est top. D'ailleurs, n'hésitez pas, il y a Stage Aya qui dit moi, toujours, quand je fais un commentaire, il n'y a pas de like. Donc, n'hésitez pas à aller mettre des likes. La pauvre, il va falloir monter un petit Ouais, peu faut avec l'aider les. là, faut l'aider. Ouais, faut Donnez-lui de l'aider, la là, force. elle a sorti les rames, là. Et il y a aussi, on nous dit là, le lycée Corneille au top, le live, j'apprécie. Donc, top du top, super. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une toute petite pause avant de passer à la suite de la présentation et qu'on passe au quiz. Je sais que vous me l'avez demandé 15 milliards de fois depuis ce matin. Donc, je pense que c'est le moment. Encore une fois, n'hésitez pas à vous inscrire directement depuis l'onglet sondage. Donc, je vais partir vraiment sur des questions extrêmement simples. Donc, honte à vous si vous n'arrivez pas à répondre. On va voir tout de suite ceux qui arrivent à suivre et ceux qui n'arrivent pas à suivre. Donc, ça va être parti. J'attends que vous vous connectiez un petit peu plus, vu qu'on est en léger décalage. Et Ah, il puis, n'est on pas va y pour aller. moi le quiz. Ok, Ah oui, non. Bah, si j'avais tu veux, peur tu là. peux participer, hein. Ok, Mais je c'est suis un peu chaud. triché parce que du coup, tu vas avoir les bonnes réponses tout de suite. Ah ouais, bah je réponds pas là. Non, mais tu vas voir, ils sont hyper rapides, hein. Et le Bon, pire, voir ça. en termes de rapidité, c'est Loïc de la régie. Et ça, c'est justement le problème parce que les élèves, ils sont pas très contents. Le gars à la grosse Allez, moustache là, je l'ai vu. ouais, c'est ça. Maxime et 3 petits points. Ingénieur en éolienne, ingénieur logiciel en informatique ou développeur informatique. Je vous laisse encore quelques secondes pour répondre. Bon, là, on est d'accord que tu es ingénieur en éolienne. Ouais, vous avez tout suivi là. C'est Ouais, peut-être la partie fresque du climat qui vous a induit en ouais, erreur. c'est ça. Ça les a induits en erreur. Bon, et 6% de personnes quand même qui ont répondu ingénieur en éolienne, 6% aussi Bon, les développeur gars, informatique. Mais heureusement, 89% pour ingénieur logiciel en informatique. Là, bravo. Vous avez j'ai pas mis trouvé la une bonne. seule éolienne. Alors, on va faire tout de suite le leaderboard pour voir qui a bien répondu à cette première question. Et en première place, on a Ryan. Félicitations Ryan avec 4 secondes. Ex aequo, du coup, avec Mathéo à la première place. Ensuite, avec 5 secondes, on a Hugo, Citydiane, Océane, Adrien, Dylan, Eman et le collège des Mérisiers. Et ensuite, on passe aux 6 secondes avec Thibaut, Benjamin, Kelly, etc. Donc, bravo. Et soyez prêts pour la prochaine question. Alors, où a-t-il réalisé son stage pour valider son année? En Espagne, au Japon, aux États-Unis, au Canada ou en Suède? On est parti au Japon, je crois. Ouais, absolument. Parce que le Japon, c'est la langue qu'on trouve absolument partout en informatique. C'est ça. Le Et japonais, c'est vraiment celle que tu avais envie de développer un ouais, maximum clairement. pour travailler chez Nintendo, c'est ça? Ou bah ouais, pour travailler chez Nintendo ou pour pouvoir travailler dans les usines, dans les entreprises de jeux vidéo ou d'animation de manga, par exemple. Exactement. Ou chez Toyota, sait-on jamais. Ou chez Toyota, exactement. Allez, c'est parti pour le résultat. Il y a quand même 6% qui a répondu au Japon après notre discussion. Non, il y en a qui font exprès, je pense. Il y en a qui font exprès. 3% aux États-Unis, personne n'a dit Espagne. Visiblement, tu n'aimes pas les tapas, ni le Canada. Je ne sais pas pourquoi. Mais quand même, rassure-toi, 91% ont bien réussi à trouver la Suède. Donc bravo. Félicitations. Encore une fois,
le leaderboard avec Ryan en première place, ex aequo cette fois-ci avec Mathéo et Citydiane. Franchement, vous êtes chaud ce matin, c'est cool. Ensuite, en Boss. deuxième place, on a Hugo, on a Thibaut, on a le Collège des Mérisiers, on a Adrien, Océane, la Dream Team. Et en troisième place, Eman, Benjamin, Kelly, Irina, etc., etc. Bravo, vous avez plutôt dans l'ensemble bien suivi et on va pouvoir reprendre un peu notre live métier pour comprendre où est-ce on va arriver ensemble par la suite. Restez bien connectés parce que juste après ce live métier, on refera un atelier et dans l'atelier, il y aura encore des quiz, donc je compte sur vous. N'hésitez pas à tout noter aussi pour la synthèse de tout à l'heure. Et écoute Maxime, je te propose qu'on passe aux 2 choses que tu préfères et les 2 choses que tu aimes le moins dans ton métier. Ouais. Alors, ce que j'aime le plus, c'est l'étendue des possibilités et des projets. Par exemple, là, aujourd'hui, donc, je vous ai expliqué un petit peu le projet dans lequel je travaille, là, ce projet de réseau de fibres. Mais on peut faire plein d'autres choses avec ce type de métier. On peut aller travailler, comme j'ai dit, dans des grandes industries, dans tout, en fait. Ouais, Je pensais à la finance, pour des plus petites boîtes. On peut vraiment faire énormément de choses dans plein de secteurs et de projets. Et donc ça, c'est vraiment cool. très riche. Ouais. Parce que j'imagine, excuse-moi, je t'ai recoupé, on est en léger décalage. Ce qui est cool pour ça, c'est par exemple si tu as une passion pour l'automobile, tu peux très bien, j'imagine, faire ton travail en rapport aussi avec l'automobile, non? Oui, bien sûr, c'est une possibilité. Après, évidemment, il faut qu'il y ait de l'offre et de la demande. Oui. Mais a priori, l'offre, c'est pas ça qui manque dans le métier du numérique aujourd'hui. Dans le métier du numérique. Après, bon, c'est pas parce qu'on a une passion pour un truc qu'on travaille dans le domaine et qu'on le touche de près, quoi. C'est-à-dire que si on est passionné de voitures, on va pas toucher les voitures de près. Ouais. Mais ça peut être quand même vachement sympa de travailler dans ce type de structure. C'est clairement une motivation en plus, ouais. Moi, je voulais travailler dans un contexte de recherche scientifique, et donc c'est clairement une motivation. J'ai un ami qui est maintenant DJ et qui a fait son école d'ingé avec moi. Il a fait son stage dans une boîte qui produisait des logiciels de musique. Trop bien, ok. Et c'était ce qu'il voulait faire. Donc ça l'a motivé, quoi. Donc ça, c'est vachement sympa. Ouais. C'est très sympa. Ok, trop cool. Donc ça c'est vraiment un truc important, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de... il y a plein de projets. Et chaque projet, aujourd'hui, quasiment a besoin de numérique pour beaucoup d'entre eux. Donc, il y a des possibilités pour vous. Ouais, ça c'est cool. Ouais. Ensuite, la deuxième chose que je préfère dans mon métier, c'est le sentiment de contribuer à un projet utile. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. Juste, je travaille dans un projet de recherche qui, je pense, a la capacité d'améliorer la recherche en France, parce que c'est l'objectif, hein, de contribuer au développement scientifique des laboratoires partenaires de ce réseau. Et donc, du coup, ça, c'est une grande source de motivation pour moi au travail. Ouais, c'est sûr. Et puis il y a un résultat aussi, parce que comme tu disais, là, tu développes des logiciels. Donc, j'imagine aussi, enfin, je sais pas combien de temps ça peut te prendre à chaque fois, toutes les petites mises à jour, etc., que tu peux être amené à faire. Mais ce côté, un petit peu, j'imagine, enfin, quand je me mets à ta place, quand j'imagine ça, je serais fière de moi de me dire, ah bah tiens, ça, j'ai réussi à faire ça, j'ai facilité la tâche des scientifiques pour ça, pour ci, etc., non? Ouais, clairement. C'est clairement une source de fierté, parce que c'est quelque chose que je peux dire aux autres, pas pour frimer, mais pour dire, pour dire c'est intéressant, on a fait telle chose et j'ai participé à ça. Par exemple, là, on est en train d'écrire un article en anglais, hein, parce que toute la recherche scientifique est en anglais, il faut le savoir. Oui, ce serait pas drôle sinon. Ah oui. Pour pouvoir communiquer avec les chercheurs chinois, pour que les chercheurs chinois puissent lire les papiers, les articles de recherche français et inversement, il faut quelque part que les gens se comprennent. Et donc aujourd'hui, la langue qui fait consensus dans le monde, c'est l'anglais. Donc aujourd'hui, tous les articles de recherche sont écrits en anglais. Donc voilà, on écrit un article actuellement, on montre qu'avec ce réseau de fibres optiques, on peut voir des séismes. C'est-à-dire que quand tu as un séisme du Japon, il y a des ondes sismiques qui traversent la Terre et elles viennent frapper la fibre en France. Et ça se voit dans les données. On peut le voir. Oh, l'angoisse. Oh non, parce qu'on ne ressent pas les séismes en France, quasiment jamais en fait. Mais c'est ça, en fait, d'avoir la preuve du truc quand même, ça m'angoisse. Oui. Il faut le savoir, il y a des séismes tout le temps en fait.
Ouais, Euh, bah oui, mais merci, des, mais, rassure-moi. mais des tout petits, ou alors très loin. En France, c'est pas une zone sismique. La Corée du Sud, c'est autre chose. Euh, Ouais, super. mais, mais donc, ces données-là, on les voit. Et donc, typiquement, le fait d'avoir observé ça, ça a fait que on s'est dit, bon, bah, est-ce qu'on peut pousser le truc plus loin? Qu'est-ce qu'on peut trouver à partir de cette observation-là? Et ce travail Mmh. de recherche, il n'est pas anticipé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas écrit dans ma fiche de poste, tu vas aller chercher des informations sur les séismes. C'est venu comme ça. Ouais. Et le fait de Mmh. travailler dans un contexte de recherche, ça permet ça aussi. Ah bah ouais, Et j'imagine, donc, c'est trop ça cool. permet de faire évoluer la recherche. Et on écrit un article de recherche là-dessus. Et donc, ça, je peux le dire après à mes proches. Ah, bah, vous voyez, j'ai mon nom sur un article de recherche. Ouais, C'est cool. ouais, ça c'est cool. Ouais, tu as l'impression de contribuer vraiment, à quelque chose d'utile, comme tu le disais. Ouais. Et après, dans les choses que tu aimes le moins dans ton métier, bon, on imagine que c'est un peu le revers de la médaille, mais c'est compliqué de rester devant l'ordinateur. Ouais. Euh, j'ai un métier où, en fait, je suis quasiment tout le temps assis, en fait. Et, alors, parfois, je dois être debout, notamment pour faire une présentation ou un truc comme ça, mais c'est marginal. C'est beaucoup de travail devant l'ordi. Et faut essayer de trouver des petits moments quand même pour se lever, pour s'aérer l'esprit, parce que avoir regardé un écran tout le temps, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Donc, c'est un peu le revers de la médaille, ouais. Mmh. Euh, et l'autre, c'est l'explosion de technologies pour un même usage. Alors, en fait, comme je ne suis pas un grand passionné non plus d'informatique, je ne prends pas un grand plaisir à réapprendre des langages. Je vais donner un exemple. OK. Si jamais vous êtes dans une structure et que vous, dans ce cadre-là, vous développez un logiciel ou un outil dans un langage A, et que vous allez dans une autre structure qui fait la même chose, avec les mêmes besoins, les mêmes outils, mais qui utilise un langage B, vous allez devoir apprendre le langage B si vous ne le connaissez pas. Comme vous avez les bonnes bases en algorithmie, c'est moins dur, mais il faut quand même réapprendre un langage. Bah Et oui, ça, bien moi, sûr. j'avoue que ça me passionne pas énormément. Mais il faut le faire, hein. Ça fait partie du jeu et du boulot, mais ça fait pas partie des choses qui me passionnent d'apprendre sans arrêt des nouveaux langages. OK, Voilà. très bien. OK, alors il y a Benjamin sur le chat qui, te demande combien de temps dure la conception d'un logiciel? Il n'y a pas de réponse à cette question, parce que ça dépend de la complexité de ce qui est demandé, ça dépend du nombre de fonctionnalités qui te sont demandées, à toi et ou à ton équipe, hein, parce qu'on ne travaille pas forcément tout seul. Moi, je suis tout seul, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, loin de là. Donc, en fait, il n'y a pas de réponse à ça. Ça dépend vraiment de ce qu'on te demande. Mmh, Euh, OK. ouais. Donc c'est Ouais. Il y a une phase de conception, de réflexion avant de commencer à écrire une ligne de code ou de commencer à configurer quoi que ce soit. Et mmh, donc, il faut prendre en compte tout ça, la phase de réflexion, la phase de conception, la phase de test, de vérification de ces résultats, de s'assurer qu'on produit bien ce qu'on est censé produire. Et tout ça, ça prend effectivement du temps. Mais si tu n'as qu'une seule fonctionnalité à développer, ça prend forcément moins de temps que si tu en as 10. bien sûr, ouais. Ouais, c'est compliqué. C'est Il à y a pas de quantifier, réponse. c'est compliqué. OK, d'accord. Bon, bah, très bien. Donc du coup, la deuxième chose qui est compliquée, c'est l'explosion de nouvelles technologies pour un même usage. Alors, on va passer à la suite, si tu veux bien. Donc, on va venir sur les clichés, les anecdotes, comme on en a Ouais. parlé un petit peu juste avant. Donc, l'informatique, c'est réservé aux geeks. Qu'est-ce que tu en penses de cette phrase? Ouais, c'est totalement faux. Euh, Ouais. Surtout qu'en informatique, on peut évoluer. En fait. Au début, on peut commencer en étant devant un écran. Mais après, on peut passer sur des postes plus de manager. On va gérer des études d'informatique, de développement, tout ça. Mais c'est pas du tout réservé aux geeks. Moi-même, j'avais ce cliché-là. Hein. Avant de rentrer en école d'ingénieur, j'avais quasiment jamais touché à l'informatique. Et pour Mm. moi, dès que tu ouvrais vous voyez l'écran noir là, l'écran noir avec les gens qui tapent des trucs qu'on comprend pas Oui. dessus. Ouais, ouais. Pour moi, c'était un truc réservé à une élite de personnes qui sont devant des ordi depuis qu'ils ont 5 ans et qui font que ça. Oui. Mais pas du tout. Ça s'apprend. Il faut démystifier ça. Ça s'apprend. On peut apprendre ça en ligne. Il y a des tas de cours aujourd'hui sur Internet pour apprendre à faire ce genre de choses. Et c'est très pratique, en fait. Mm. Et donc, c'est pas du tout réservé à ce qu'on s'imagine du geek. Hein. Moi, j'en fais pas une valeur négative. Mais voilà, il n'y a pas de profil type pour ce genre de métier. Il faut vous mettre Mm. ça en tête. C'est pas rassurant.
C'est comme tu Euh, parlais de profil type, les sciences, c'est pour les hommes. Bah ça, on y a répondu un petit peu tout à l'heure, c'est que ouais. c'est quelque chose qui est en train de changer de plus en plus, donc c'est un peu rassurant. Et l'info, c'est en solo, comment ça? Tu veux dire que tu travailles Bah, seulement seul? Enfin, c'est un petit peu l'image. c'est un peu la même idée ouais, quand on pense, je sais pas, quelqu'un qui connaît pas du tout, qui a vu que de l'informatique dans des films, il voit le mec dans une pièce sombre, oui, c'est souvent un homme, dans une pièce sombre, tout seul, en train de taper des trucs. En fait, pas du tout. C'est la plupart du temps un travail d'équipe, de collaboration avec, comme je dis, des collaborateurs, des personnes comme toi qui sont des développeurs ou des ingénieurs logiciels, avec une direction où tu dois rendre compte de résultats. Voilà, c'est vraiment en général les travails en équipe. Hmm. Et justement, en parlant de travail en équipe, tu as une anecdote à ce propos sur un cours de management en Lego. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Alors juste, peut-être sur le temps, est-ce qu'au niveau du temps c'est bon? Si jamais je fais ces petites anecdotes, ouais. Oui, bah oui, parce qu'après, on n'a plus qu'une slide derrière, donc Ok, c'est bon. nickel. Alors en gros, c'était un cours qu'on a eu en école d'ingé. Donc on a aussi en école d'ingé des cours de management et de gestion d'équipe, ce genre de choses. Et en gros, on a eu un cours avec un monsieur qui est rentré dans la salle. On était répartis en groupe de 6 7 élèves et on avait des Legos sur nos tables. Le monsieur est rentré dans la salle et il nous a dit, je suis le chef du village et pour que je sois content, il faut que vous réalisiez les constructions que je vais vous donner et dans le temps imparti. Alors, il nous donne les feuilles avec les images des constructions à faire pour chaque groupe et il nous met à côté une feuille avec un rectangle. Donc, c'était une feuille de score. En tout cas, c'est ce qu'on a compris. Il nous Hmm. met ça et il nous dit, c'est parti. Alors, du coup, on commence à faire nos constructions et on se rend compte que parfois, on n'a pas les Legos sur notre table pour faire, mais les Hmm. autres tables les ont. Alors, on va voir les autres tables et on leur demande les Legos. Et qu'est-ce qu'ils nous répondent? Bah non. Non, non, on ne vous les donne pas les Legos. Débrouillez-vous. Ouais. Et on a fait pareil, du coup. Et à la fin, donc du coup, à la fin, personne n'a fini sa construction parce qu'il Bah nous oui, manquait des personne n'a Legos. pu réussir. Voilà. Et le chef du village, donc le prof, nous dit, mais je ne vous ai jamais dit... Oula, par contre, il y a un souci de luminosité. Ouais, Le là, prof, il y a le. il y a le soleil Ouah. qui est arrivé. Ouais. Tu es l'élu. Le... Ouais, c'est ça. Le, le prof nous a dit, à aucun moment, je ne vous ai dit que vous auriez une récompense si vous faisiez mieux que les autres. Hmm. Donc en fait, Je- qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la morale de cette histoire, comme dirait Jean de La Fontaine? C'est qu'à Ouais. partir du moment où le prof nous a mis une feuille de score sur notre table, sans même nous dire qu'on allait gagner quelque chose, on s'est tous comportés comme des chiffonniers. On a fait jouer la Hmm. concurrence au lieu de coopérer. Et en fait, Ouais. on aurait dû coopérer entre groupes. Vous voyez? Ça pour dire que la concurrence, ça, c'est stimulant, mais la coopération, ça permet en général d'arriver au résultat voulu. Ouais, c'est ça. Bah, c'est une bonne morale, ça, justement, de pas Ouais. forcément s'entretuer. Des fois, il vaut mieux s'entraider pour réussir à atteindre le point, quoi. Bah même souvent, ouais, même en général, j'espère que on peut toujours trouver une solution par la collaboration plutôt que par la concurrence. Mais clairement, c'était comme un instinct, quoi. Un instinct animal. On s'est dit non, non, il faut à tout prix qu'on casse les jambes des autres, qu'on les empêche de réussir, et nous, on va y Ouais, arriver. Et au final, ouais, purée, c'est fou. c'est C'est fou, dingue, hein. quand même, le cerveau humain, comme tout de suite. Enfin, je pense que Ouais. j'aurais pensé comme toi, moi aussi, direct. Je me serais dit, allez, hop, c'est bon, je prends pas mes Legos. Ouais, ouais, clairement, Mais, clairement. mais ouais, enfin, c'est humain quelque part, mais c'est vrai que c'est un peu triste. Il y a Eman qui nous dit le chef du village, c'est un boss. Ouais, clairement, clairement, Il y clairement. a aussi Ellie, du coup, qui te demande si ce travail embauche facilement. Alors, si ce travail embauche bien, si ce genre de profil trouve du travail, c'est ça? Oui, ouais. Oui, oui, oui. Comme aujourd'hui, oui, comme on en trouve, par exemple, les personnes qui sont au chômage, par exemple, et qui cherchent à se réorienter, à refaire une formation, on les oriente souvent vers les métiers du numérique aujourd'hui. C'est Mm. des choses qui se font parce qu'il y a beaucoup de demandes de la part d'entreprises et il n'y a même pas assez d'offres, je crois. C'est-à-dire qu'il y a C'est plus de gens rassurant. qui demandent à trouver des personnes dans les métiers du numérique que de personnes compétentes pour répondre aux besoins. Donc oui, il y a de la possibilité, Ok, bon, ça clairement. c'est rassurant. En tout cas, vous avez compris, le numérique, toute cette semaine, on vous en a parlé aussi. C'est vrai que c'est un secteur qui recrute énormément. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je trouve que c'est vraiment des métiers de demain.
Donc, alors, on arrive à la dernière slide. Donc, comme on a l'habitude, la carte d'identité, vous commencez à connaître vous aussi. C'est vraiment pour répondre aux questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre. Alors, est-ce que ça t'arrive dans ton métier d'avoir des déplacements professionnels? Alors, moi, dans ma structure, quasiment, vraiment jamais en fait. Ok. Jamais. Mais C'est vraiment bon. je sais que pour d'autres, oui, ça arrive assez Ok. régulièrement. Donc là, c'est plus vis-à-vis de l'emploi que tu as actuellement, Ouais, où tu restes au même endroit, mais tu peux être amené à bouger. voilà, Ok. clairement. Au niveau des horaires, des week-ends, des jours fériés et des vacances, tu es sur une forme classique ou Ouais, ça plutôt, change? ouais, plutôt Ok. classique, sachant que je suis sur. C'est aussi pareil, c'est lié à mon manager, à la personne à mon référent, on va dire, et à la Ouais. structure dans laquelle je suis. Je suis finalement assez flexible, au sens où personne ne va venir vérifier que j'arrive à 9 heures et que je pars à 17 ou 18 ou 19, peu Ok, importe. ça c'est cool. Non, et puis surtout qu'en fait, les métiers du numérique, souvent, il y a un tabou qu'il faut lever, à mon avis, c'est que c'est l'idée des horaires fixes. Parce que Mm. il y a des moments où on peut être très productif dans ces métiers-là en quelques heures parce qu'on est en pleine forme, et en 2 heures, on va faire un travail incroyable. Alors que Mm. parfois, on a juste le cerveau dans les chaussettes, et Mm. on a beau passer 5 heures à regarder son écran, on va rien faire. Ouais. Donc, ces histoires de 40 heures par semaine, je pense qu'il y a beaucoup de métiers où ça a du sens. Dans les métiers du numérique, franchement, beaucoup moins. Ouais, c'est ça, vaut Donc, mieux valoriser la productivité quand ouais, elle est là, quoi. ouais. Mais en général, malgré tout, il y a quand même toujours cette vision des horaires fixes. Et donc, on s'y tient, quoi. Mais Mm. ouais, moi, je suis assez flexible à ce niveau-là. Si jamais je vais faire un live métier à 10 heures, bah, je peux. Et je bosserai 1 heure de plus. Tu vois, jamais je vais respecter mes horaires. C'est pas grave. On s'en moque. Ouais. Voilà. Ok, donc toutes les semaines, tu peux faire un live métier avec nous alors. Exactement. C'est ça que je suis en train de vous dire. Génial. J'ai compris. J'ai compris le sens de tout ça. Le message est passé. C'est ça. Alors, au niveau du relationnel en solo ou en team, on en a déjà parlé. Mais au niveau de la rémunération, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu une tranche de salaire pour équivalente à peu près à ton métier, même si j'imagine que ça change, ça évolue en fonction de l'expérience et puis du temps? Ouais, ouais. Alors du coup, juste pour le solo ou en team, Ouais. j'ai des compétences que seul moi ai, mais je suis quand même dans une équipe. Voilà, je travaille avec une équipe. Pour la rémunération, alors comme je travaille dans le secteur, dans un établissement public, les grilles de salaire sont publiques. C'est-à-dire que vous pouvez les trouver sur Internet. Alors moi, j'y Ok, comprends c'est rien cool. parce qu'il y a des indicateurs Ouais. bizarres, mais selon votre nombre d'années d'expérience, selon votre grade, parce qu'il y a des grades, pour ceux qui ont fait des doctorats, pour ceux qui ont fait ingénieur, pour ceux qui ont été dans des grandes écoles d'ingénieurs ou pas, voilà, il y a différents grades Mm. qui font qu'il y a des grilles de salaire différentes. Ok. Donc mon salaire il est public, hein. Donc en fait, en net, sur mon compte en banque à la fin du mois, ce qui arrive, c'est 1773 euros actuellement. Donc ça, j'en suis à ma cinquième année d'expérience en tant qu'ingénieur d'études. Voilà. D'accord. Donc Mais ça, comme c'est tu me l'expliquais aussi, c'est si par exemple tu travaillais pour le privé, tu aurais un salaire nettement au-dessus. ouais, clairement. C'est-à-dire que D'accord. c'est pas le choix du salaire qui fait que je suis là. Mm. Euh, Dans le privé, après ça dépend pareil, ça dépend de quel privé on parle. Si on parle d'une start-up naissante qui n'a quasiment pas d'argent, ils Mm. vont pas vous payer 4000 balles. Mais si jamais vous C'est êtes dans ça. une structure plus établie, où les salaires sont connus et tout, bah oui, ça peut monter beaucoup plus haut. Il y a des secteurs, ouais, il y a beaucoup de secteurs où le salaire est double et pour certains triple dans certains cas. Je pense par Ok. exemple dans certains secteurs de la finance. Ok, très bien. Alors, on a une question de Benjamin qui demande, sachant que tu as fait un CDD, est-ce que tu sais ce que tu feras après? Est-ce que tu as des Euh, projets? les questions qui fâchent. Ah, N- Non, non, je sais pas du tout. Je ok. sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Et je suis même pas sûr que je vais continuer, en tout cas tout de suite après, dans une mission de type informatique, Ok. dans un métier similaire. D'accord. C'est pas sûr. Je sais Ok. pas. Bon, on te souhaite Mhm. de trouver rapidement ce C'est qui te plaira le gentil. plus. Au niveau bon, des langues étrangères, tu nous as répondu que l'anglais, c'est quand même Ouais, anglais, prépondérant. anglais, anglais.
Et l'environnement de travail, bah, du coup, c'est un peu la même chose. Du coup, tu es plutôt seul dans un bureau. Est-ce que tu fais du télétravail de temps en temps ou comment ça se Alors, passe? donc comme je dis, je travaille quand même dans une équipe, donc on est plusieurs dans mon bureau. À côté de moi, il y a un thésard, un garçon qui fait une thèse. Il est D'accord. danois. OK. Ok. Danois, donc lui, on parle en anglais, hein. Il y a pas longtemps, il y a 1 an, il y a une, femme qui est partie, qui faisait un post-doctorat, qui était chinoise et Ok. mon référent est français. Voilà, il faut comprendre que c'est un contexte très international, l'environnement Mm. de travail. Hem, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'est-ce que tu m'as demandé, en fait? Désolé, j'ai oublié la Non, non, question. juste l'environnement de travail, si ça t'arrivait de faire du Ah télétravail oui, ou voilà. pas du tout. Ça m'est arrivé, mais j'essaie d'éviter. Et je me sens beaucoup plus Mm. motivé en allant au travail. Oui, c'est clair. Hem Et en fait, pour moi, c'est possible parce que j'ai fait en sorte de me rapprocher de mon lieu de travail. Aujourd'hui, je suis à 20 minutes à vélo de mon lieu de travail Oh, ça c'est à bien. Paris et aussi 20-25 minutes en transport quand le RER B marche bien, ce Ouais. qui n'arrive pas souvent. Ouais. Donc, vu que je ne suis pas loin de mon travail, je préfère aller au travail que de faire du télétravail. Mais pour ceux qui Mm. sont à 1 heure et demie, ils vont être Ouais, c'est tentés, sûr. 2 jours par semaine de le faire et je l'ai fait d'ailleurs. Ok. Ok, bah écoute, merci. Est-ce que tu as un dernier message à vouloir faire passer aux élèves avant de leur dire au revoir? Ouais, soyez curieux. Vous êtes vraiment dans un monde qui est en train de changer, de basculer, avec toutes les thématiques dont on parle beaucoup en ce moment, l'environnement, le climat. Vous allez avoir votre rôle à jouer, quel que soit ce que vous faites. Donc restez curieux, restez alerte sur ce genre de sujet et peu importe si jamais vous êtes, honnête et que vous travaillez dans le domaine, peu importe lequel, vous trouverez un chemin. Informatique, scientifique ou pas, vous trouverez un chemin pour être la meilleure version de vous-même. Ouah, une belle phrase. Il y a Melvin, du coup, qui dit sur le chat, Maxime, c'est le meilleur de la semaine. Donc, je pense que tu as rempli ta mission. Yay! Est-ce que tu l'as payé pour dire ça? Chut, on en parlera pas, on en parlera On pas. en parlera après, ok, ok. 20 €, c'est ça? Tu auras ton argent plus tard, mon pote. Il y a Eman aussi qui te remercie. Il y a Océane qui te dit au revoir, Maxime. En tout cas, bah, on espère, comme toi, tu le souhaites aux élèves, de trouver la voie parfaite pour toi, le métier Ouais. de tes rêves. Et puis, je me fais pas de soucis parce que je pense que tu as l'avenir devant toi à ce niveau et que tu vas forcément trouver quelque chose dans lequel tu seras totalement épanoui. Merci en tout cas d'avoir pris de ton temps pour nous parler de ton métier et de tout ton parcours. Et puis, bah, à très vite. Et pour nous, les élèves, on se retrouve juste après avec un atelier avec Marine et Camille, si je ne dis pas de bêtises, sur comment rédiger son rapport de stage. Donc, restez bien concentrés et ça, on arrive juste après la pause.